Si jamais quelqu'un est opposé, indiquez-le dans les commentaires et puis on supprimera dans ce cas-là. Alors, je vais voir parce que automatiquement, il démarre une transcription et j'aimerais autant que ça n'apparaisse pas. Voilà, alors, je vais reprendre mon PowerPoint pour avancer et... Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, parce que j'ai... Tu as désactivé? Ouais. Ok. Oui, je suis désolé, on a dû couper la parole, mais sinon on ne va pas s'en sortir. Vous êtes trop nombreux. S'il s'agit d'un problème de son, là, je suis désolé, mais ça, on ne pourra pas le régler de notre côté. C'est qu'il y a un souci sur votre ordinateur. Et donc, il faut que vous le voyez, vous, de votre côté. Alors, donc, à l'ordre du jour de cette réunion, donc, tout d'abord, nous évoquerons la question du droit à la dignité humaine, dans la mesure où REDI, c'est un préalable de la construction de l'outil REDI. Ensuite, voilà, on vous parlera de la question des budgets de référence qui sont également à la base de REDI, du passage donc, des budgets de référence standardisés à l'outil REDI qui, lui, permet davantage de personnalisation. Ensuite, on vous présentera brièvement la façon dont l'outil REDI fonctionne techniquement. On fera, après le point 4, une pause et après cette pause d'une dizaine de minutes, on pourra vous proposer une démonstration. Alors, cette démonstration, on la fera pas à pas de façon à ce que chacun puisse poser les questions au fur et à mesure. Alors, on essaiera d'activer les micros peut-être au fur et à mesure des demandes selon que vous levez la main, ou alors vous poserez les questions par écrit de façon à ce qu'on puisse être le plus interactif possible, mais pouvoir malgré tout garder le rythme de la présentation parce que nous n'avons pas trop de temps non plus. Et enfin, dans un dernier temps, on reparlera des questions plus administratives assez brièvement. Il y a toute une série de choses qui doivent encore être précisées, enfin très peu, mais notamment en termes de... Voilà, le micro est réactivé. J'espère que vous n'avez pas trop perdu. Donc, après le point démonstration de l'outil, on en viendra au projet de déploiement fédéral de REDI et donc aux questions qui concernent les aspects administratifs. Alors, certains points doivent donc être encore précisés par le SPP Intégration Sociale, notamment les questions du reporting, mais d'autres, comme les trajectoires d'activation, l'obligation d'une trajectoire d'activation ou d'autres, sont déjà plus clair et on pourra éventuellement en reparler. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie qui va envisager le premier point sur le droit à la dignité humaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre participation. On va essayer de gérer au mieux, mais vous êtes vraiment très nombreux pour une session à distance. On espère la garder relativement interactive, mais voilà, on va faire au mieux. Donc, slide est partagé, là? Oui. Non. Non. Alors, je vais partager avec vous l'écran de présentation. Je crois qu'il était. Il n'est toujours pas. Alors, je suis désolée, nous sommes désolés pour tous ces aléas techniques, mais une réunion en visio n'est pas gérable de la même façon qu'une réunion de visu. Donc, normalement, Laurent, est-ce qu'elle apparaît? Ok, très bien, merci. Donc voilà, je vais me recentrer. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, ici, nous, on va vous présenter tout le raisonnement qui a conduit à
à la mise en œuvre, à la création et à la mise en œuvre de REDI. Et le point de départ, c'est donc la question de la dignité humaine. Alors, la dignité humaine, j'essaie de regarder l'écran et de regarder ma caméra en même temps. La dignité humaine, en fait, c'est un concept qui est quotidiennement au cœur de votre pratique sociale. Donc ici, je vais élaborer des concepts que vous connaissez, d'autant mieux que moi-même. Donc, elle est notamment reprise dans la loi organique. La dignité humaine, c'est à la fois un droit, mais la base de pas mal d'articles d'ordre législatif. Et lorsque une personne ouvre une demande au CPS, ben, il est du ressort, c'est le devoir légal en fait de vous, votre devoir légal, celui du CPS, de mettre en œuvre plusieurs choses pour pouvoir permettre à chacun une existence dans la dignité humaine. Alors c'est également une notion qu'on retrouve dans des ressources telles qu'également, en plus de la loi organique des CPS, ben, la Constitution belge ou au niveau supranational, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, cette espèce d'omniprésence, dans plusieurs ressources légales, atteste de l'importance en fait du concept de la dignité humaine. Cependant, son interprétation reste encore vague suivant le champ disciplinaire auquel chacun appartient. On aura une interprétation, une lecture différente, suivant qu'on soit économiste, sociologue. Nous, sociologues, c'est notre approche qu'on va vous partager aujourd'hui à travers REDI, ou qu'on soit juriste, etc. Et donc, le point de départ, l'idée en fait de la mise en œuvre de REDI, c'est de pouvoir avoir une ligne directrice en fait, une traduction concrète pour savoir comment finalement mettre en œuvre, comment accéder à ce fameux concept de dignité humaine, et notamment quels sont les budgets qui permettent d'accéder à la dignité humaine. Alors, à travers toute la présentation, vous allez voir, c'est une petite remarque pratique ici, au fond à droite, en bas à droite de l'écran, il y a une flèche qui indique en fait une référence, partie 2, chapitre 1.1. Donc, à travers toute la présentation, vous aurez accès aux présentations via le site de REDI. Vous pouvez trouver davantage d'informations en suivant les références qui sont mentionnées ici. Il y a 2 ouvrages qui vont être mentionnés à travers toute la matinée. Celui qui est symbolisé par le livre, qui est en fait l'ouvrage Politéa, qui est un recueil de tout ce qui concerne REDI. Laurent va le détailler tout à l'heure, après ou avant la pause. Et le deuxième ouvrage qui est mentionné à travers cette présentation-ci, il est symbolisé par une double poignée de main, et c'est ce qu'on appelle le cadre de convention, le cadre des accords auquel vous avez déjà eu accès avant de suivre cette formation-ci. Alors, quand on se pose la question de qui a droit à l'intégration sociale, à l'aide financière complémentaire de l'intégration, voici comment vous procédez. Donc ici, on a 2 familles types. À gauche, un couple avec enfant qui reçoit, dans notre cas fictif, une allocation de chômage de 1 500 €. Et à droite, vous avez une femme avec un enfant qui, elle, perçoit un revenu professionnel de 1 760 €. Alors, vous allez vous poser la question de qui a droit à l'intégration sociale. Donc ici, en se basant sur les limites de revenus qui ont été actualisées ici en janvier 2023. On constate que la famille à droite, en fait, est au-dessus du seuil et donc elle n'aura pas de complément. Alors que la famille à gauche, si on procède à l'exonération catégorie revenu intégration sociale, elle pourra percevoir un complément de 166,66 € au niveau intégration sociale. Alors, il s'agit de la loi, c'est une mesure centralisée, il n'y a pas d'interprétation pour savoir qui a le droit à ce complément, à cette aide financière ou pas. Alors ensuite, quand on se pose la question de qui a le droit à l'aide supplémentaire financière, car ces familles-ci, malgré qu'elles soient avec le complément de 166 € pour la famille à gauche ou la famille à droite, malgré qu'elles soient au-dessus du plafond, ces 2 familles fictives attestent toujours ne pas parvenir à joindre les 2 bouts à la fin du mois. Donc vous, en tant que travailleurs sociaux, vous allez faire l'étude de leur état de besoins et de ressources à travers l'enquête sociale. Donc vous allez étudier toutes les rentrées du ménage, que ce soit les allocations familiales représentées par le petit arrosoir ou une prime ou l'autre, et l'étude de toutes leurs dépenses en termes de logement, de transport, d'abonnement pour un téléphone, des frais de santé, etc.
Alors, il vous appartient à vous, en fait, de décider comment vous allez mener l'enquête sociale, quel pilier vous allez soulever et dans quelle mesure vous allez ou non conditionner l'aide complémentaire que ces familles vont recevoir. Alors, CEBUD, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, est un centre de recherche qui a une longue histoire de partenariat avec le CPS et il s'est intéressé à la question du pouvoir discrétionnaire et il a soumis en fait des scénarios fictifs à des CPS, différents CPS à travers toute la Belgique, des scénarios par exemple d'une femme seule, d'un couple avec 2 enfants, etc. Et donc, il a soumis ces familles types à différents CPS pour voir quelle était l'aide financière qui allait être accordée par ces différents CPS. Alors, vous voyez qu'il y a une colonne maximum et une colonne minimum dans le tableau. Et donc, cela signifie que les différents CPS octroient une aide financière qui va de 0 € à un maximum. Si on prend la ligne couple avec 2 enfants, il y a un écart équivalent à presque 500 €. Alors, c'est logique. À partir du moment où vous travaillez dans des communes différentes qui sont confrontées à des réalités différentes, que ce soit en termes de loyer, de moyens de transport ou autres. Ensuite, CEBUD a poussé l'exercice encore un petit peu plus loin et il a proposé un scénario, donc c'est le cas de Jeff que vous voyez apparaître à l'écran, toujours un cas fictif bien entendu, à plusieurs travailleurs sociaux maintenant travaillant à l'intérieur du même CPS. Bon, l'exercice a été réalisé dans plusieurs CPS différents à travers toute la Belgique à nouveau, mais cette fois-ci, ce sont plusieurs travailleurs sociaux qui se sont prêtés à l'exercice. Et CEBUD, parmi tous ceux qui sont intéressés à la question du pouvoir discrétionnaire, a observé que pour un même cas fictif, mais surtout à l'intérieur d'une même commune, il existait encore des écarts entre le minimum de l'aide financière complémentaire octroyée et le maximum. Alors, si vous regardez les lignes un petit peu plus bas, par exemple, si vous regardez au niveau de Bruxelles, un grand CPS à Bruxelles, on voit qu'il y a un écart qui va de 500 € dans une même commune. Alors, l'aide financière supplémentaire est en constante augmentation. Pour illustrer ce phénomène avec quelques chiffres, ici, moi, j'ai des chiffres qui concernent plutôt la région flamande. En 2013, on a observé environ 71 000 ménages recevant une aide financière supplémentaire de la part des CPS. Et si on regarde les chiffres de 2018, le nombre de personnes, de foyers ayant reçu cette aide financière supplémentaire est passé à 96 000. Cela veut dire en 5 ans, il y a une augmentation de 25 000 usagers. Et donc, on imagine que maintenant, aujourd'hui, on est en 2023, encore 5 ans plus tard, étant donné l'évolution du contexte socio-économique, que cette aide a encore augmenté. Alors, on vient de le dire, vous travaillez avec le pouvoir discrétionnaire qui est un atout à partir du moment où il vous permet en fait d'adapter l'aide à la personne que vous avez en face de vous et surtout à répondre aux conditions du contexte local parce qu'habiter à Liège, habiter à Bruxelles, habiter à Arlon, habiter en zone urbaine ou habiter en milieu rural, les dépenses les réalités ne sont pas les mêmes. Mais à partir du moment où des différences sont également observées à l'intérieur même d'un CPS, alors ce sont des questions qui se posent plutôt d'ordre au niveau structurel à partir du moment où votre rôle, le rôle du CPS, c'est bien de permettre à chacun une existence dans la dignité à partir du moment où on est vraiment dans la même configuration, dans la même situation, de pouvoir bénéficier d'une aide similaire. Alors, pour presque conclure ce premier module concernant quelques petits rappels sur la dignité humaine, vous voyez ici, va se déployer sur la présentation ce qu'on appelle le cycle de la pauvreté pour marquer en fait l'importance d'un revenu décent dans la vie quotidienne. Alors, bien entendu, la pauvreté, dans un premier temps, c'est une situation économique qui atteint les personnes, les ménages et leurs familles, mais cette situation économique a également un impact au niveau de leur bien-être physique, leur santé. Une difficulté financière ne permet pas peut-être de manger de manière équilibrée correctement à sa faim, ne permet pas non plus d'avoir accès à des comportements qui permettent de se maintenir en bonne santé, que ce soit l'exercice physique. Ça a également, une situation de pauvreté a également un impact sur le bien-être psychologique parce que ça maintient les personnes dans une situation de stress, à savoir comment elles vont gérer le budget mois après mois, semaine après semaine ou jour après jour, quand on doit gérer toute une famille, se demander comment on va s'habiller, comment on va se chauffer, comment on va manger. Et cette situation, en fait, de stress permanent, d'angoisse,
maintient les personnes dans une préoccupation quotidienne, ne permet pas d'anticiper, de constituer une petite provision en se disant peut-être que plus tard, on aura besoin d'argent pour renouveler la machine à lessiver ou pour telle autre dépense. Et elle va plonger certaines personnes dans ce qu'on a appelé, par exemple, des comportements impulsifs. Ici, pendant les séances en face à face, on a pas mal de travailleurs sociaux qui nous ont dit, bah oui, nous, on a des situations, des bénéficiaires qui sont dans une situation de dépendance, d'achat sur Internet, aux jeux ou par rapport aux drogues ou à l'alcool. Et donc ça maintient vraiment la personne dans une précarité quotidienne. Et donc finalement, la pauvreté, c'est un revenu insuffisant pour permettre qui empêche la pleine participation à la société. Et donc, pour conclure, en fait, nous, ici, ce premier module, donc ici, chaque personne est un individu dans la société et la société nous octroie à chacun des rôles différents. Il est attendu de nous, suivant qu'on soit un voisin, un collègue, un demandeur d'emploi, un parent, un enfant d'eux. Tous ces rôles-là différents, en fait, engendre des petites dépenses quotidiennes, que ce soit se présenter à un entretien ou à un suivi d'insertion professionnelle, on doit se déplacer, payer le ticket de bus ou payer le ticket de train. Ça signifie aussi avoir une tenue correcte. Si on a des enfants, ça signifie pouvoir remplir leur boîte à tartines, pouvoir les vêtir, etc. Et tout ça, ce sont des petits euros qui s'accumulent et qui finalement peuvent représenter, quand on est en difficulté, une grosse somme. Et donc, nous, quand on pose la question de quel est ce revenu minimum nécessaire pour garantir en fait la dignité humaine, nous, on le définit comme celui qui permet la pleine participation à la société. Et donc, l'étape suivante dans la détermination et la création de REDI, c'est la création des budgets de référence qui permettent la pleine participation à la société. Et je cède maintenant la parole à Laurent qui va davantage développer ce point-ci. Voilà. Donc, les budgets de référence, en fait, ne sont pas quelque chose de neuf, hein, vous le savez sans doute. Ça a été développé il y a déjà plus de 15 ans et nous avions d'ailleurs participé à l'époque au travail sur la définition de ces budgets. Ces budgets de référence, ils sont basés sur la théorie de Dwyer et Gould qui postule que pour participer à la société, il faut répondre d'abord à deux besoins fondamentaux qui sont la santé d'une part et l'autonomie d'autre part. Pour mener à bien, enfin pour que ces deux conditions soient remplies, toute une série de paniers correspondent, toute une série de paniers constituent en fait ces budgets de référence et permettent la participation à une vie digne. D'une part, le panier de l'alimentation, ensuite le panier de la santé, le panier des soins d'hygiène corporelle personnelle, le panier de l'habillement, le panier du repos, celui des loisirs, celui de l'enfance et de la possibilité pour un enfant de grandir en toute sécurité, le panier des relations sociales, le panier de la mobilité, le panier de la sécurité et enfin, et last but not least, je vais dire, le panier du logement dans la mesure où c'est presque la condition, non pas tous les autres, mais c'est une condition en tout cas indispensable pour les programmes de type Housing First l'ont bien montré. Alors ces paniers, ils sont standardisés et dans cette standardisation, il y a quelques points de départ, quelques postulats qui sont pris. Alors tout d'abord, le fait, ce sont des paniers évidemment qui constituent des limites inférieures. Et puis, ces paniers sont conditionnés donc par les conditions individuelles, par des postulats sur les conditions individuelles, donc à savoir que les gens sont en bonne santé et qu'ils sont capables de prendre des décisions en étant bien informés, en étant compétents pour les prendre, donc faire les bons choix. Voilà, donc c'est un préalable en tout cas nécessaire pour pouvoir vivre dignement. En tout cas, c'est d'être capable de faire des choix éclairés en ayant les compétences et les connaissances pour le faire. Et puis évidemment aussi les conditions sociales nécessaires pour ces paniers. Et donc, c'est le fait que, d'une part, les institutions sont accessibles, d'autre part, que les logements sont de qualité et que, globalement, la plupart des services et des biens sont accessibles sans nécessité d'une voiture personnelle. Donc, vous imaginez bien déjà que ça,
créer une sorte de situation type un peu idéale dans laquelle les logements seraient de qualité et donc les situations, enfin on sait que les personnes en situation de précarité ne sont pas nécessairement dans des logements de qualité, ce qui fait que des coûts liés notamment à l'énergie, etc., peuvent être plus importants. Les biens et les services ne sont pas nécessairement à distance de marche ou faciles à accéder par des transports en commun. Et donc, il faudra par la suite adapter. Donc, on est dans des conditions un peu idéales et minimales, mais qu'il faudra ensuite adapter aux situations particulières, là où le besoin, par exemple, d'un véhicule se fait sentir, par exemple parce que la personne est en race campagne ou bien qu'elle fait les pauses ou que sais-je encore. Et forcément que des coûts dans les paniers standards devront être adaptés aussi par rapport notamment au logement. Enfin, c'est une part importante de l'adaptation dans le programme REDI. Alors, comment sont constitués ces budgets de référence et ces différents paniers d'abord par les études internationales, l'évolution des connaissances scientifiques, donc toutes les nouvelles connaissances qui apparaissent au fil des ans. C'est ça que tous les 5 ans, on remet les paniers à jour aussi pour faire face à ces nouvelles connaissances. On peut imaginer, par exemple, que la production de viande rouge pourrait être diminuée suite aux dernières recommandations sur les cancers. Il y a la question de 5 fruits et légumes. Vous voyez, donc c'est toute une série d'une part d'études internationales et aussi de normes de référence données notamment par l'OMS pour ce qui concerne l'alimentation, mais il y en a d'autres évidemment. Donc ça, c'est 2 points de départ des paniers, donc les études scientifiques et puis les normes internationales. Ensuite arrive également, dans un souci d'adaptation aux réalités d'un pays, les études de population sur les habitudes culturelles qui permettent alors de déterminer plus spécifiquement dans un contexte local, enfin local étant entendu la Belgique en l'occurrence, quels sont les besoins pour mener une vie digne dans nos sociétés. On peut penser par exemple au fait, si vous êtes invité pour un repas, il se fait dans nos sociétés de venir avec un petit présent, que ce soit un bouquet ou une bouteille de vin, ne fût-ce acheté à quelques euros dans une grande surface. Mais ça, ce sont les habitudes culturelles qui ne seront pas les mêmes nécessairement dans d'autres pays, mais qui doivent être prises en compte sous peine que les personnes s'auto-excluent de toute une série d'activités. Donc, on peut tout à fait penser que des gens qui n'ont pas les moyens pour ce type d'achat soient amenés à refuser des invitations et donc ne puissent pas participer à la vie sociale habituelle. Alors, ces enquêtes culturelles et de population, ces adaptations au pays aussi sont liées à l'évolution historique. Le besoin, par exemple, d'une connexion Internet et d'un ordinateur n'était pas du tout le cas, pas du tout le même, en tout cas, il y a une vingtaine d'années. On l'a vu avec la crise Covid à l'heure actuelle. Beaucoup de choses se sont dématérialisées et les institutions n'ont plus été accessibles pendant tout un temps, en tout cas que par connexion. Donc, ce sont des évolutions qu'il faut prendre en compte, évidemment, au fil du temps. On peut penser aussi à la précarité menstruelle, par exemple, qui ont sans doute été ajoutées il y a quelques années, mais qui n'étaient pas à l'ordre du jour par le passé. Voilà, c'est le genre d'adaptation aux paniers qui peuvent être faites. Et enfin, tous ces paniers sont ensuite soumis à des groupes qui réunissent des travailleurs sociaux, des citoyens lambda, mais aussi des experts du vécu, par exemple du SPP Intégration Sociale, donc des personnes en situation de pauvreté. Et donc, ces paniers alors sont discutés par rapport à leur contenu et par rapport à la pertinence de ces contenus, avec parfois des discussions houleuses. On sait que le panier alimentaire, par exemple, reste assez faible et que ça avait fait beaucoup de polémiques en 2008 à ce sujet-là. Par contre, d'autres paniers sont plus élevés, mais il a parfois été estimé que les habitudes réelles des populations étaient un peu moindres que ce qui était dans les paniers, mais tout ça doit être de toute façon considéré comme un budget global et ce qui n'est pas utilisé en vêtements, par exemple, peut être utilisé en alimentation. Enfin, la dernière étape est celle alors de relever les prix. Donc, il y a une quinzaine d'années, ça se faisait en allant directement dans les magasins. C'est encore un peu le cas pour toute une série de produits d'alimentation, etc. Mais globalement, tout ça se fait sur base de documentation électronique, ce qu'on trouve sur les sites Internet. Et donc, certains produits sont mis à jour sur une base nationale. C'est le cas, par exemple, de l'alimentation, des vêtements, où on peut grosso modo estimer que les prix sont les mêmes dans les 3 régions. Par contre, d'autres sont adaptés sur base régionale. Ici, en automne, nous sommes par exemple allés vérifier les prix
des tarifs dans les écoles, des abonnements de clubs de l'entrée aux piscines, de la taxe communale déchets, etc., etc. Donc, on a fait toute une série de vérifications. Les loyers sont également aussi vérifiés au niveau régional, et ce sont les loyers médians qui sont pris en compte, ce qui signifie là aussi qu'outre la question du type de logement, a priori bien isolé, se pose aussi la question évidemment du loyer moyen, du loyer médian, pardon, et donc le fait que les logements ne reviennent pas aussi cher en Haute-Ardenne, ou au centre de Bruxelles, ou dans le Brabant wallon, etc. Et donc ça nécessitera, on n'est pas descendu, on ne peut pas descendre plus bas que ce niveau-là, ça nécessite alors une adaptation réelle par rapport à la situation des personnes. Ces paniers aussi doivent préserver la liberté de choix des personnes. Donc, bien sûr, ce sont les tarifs les plus bas qui sont retenus. On peut penser de tout ce qui est assurance, abonnement télécommunications. Par défaut, ce sont les tarifs de base qui sont retenus. Pour l'alimentation, ce sont les prix des produits les plus bas, mais il y a une marge de 10% qui est appliquée pour permettre aux gens de conserver la liberté de choix, dans la mesure où la dignité, c'est aussi quand même de pouvoir choisir et de ne pas être contraint. Les paniers doivent être acceptables et faisables, hein, réalistes dans une situation quotidienne. On connaît les recommandations alimentaires d'éviter les produits transformés, le sucre, la graisse, mais la réalité de chacun impose parfois évidemment de prendre un produit tout fait. Certaines personnes n'ont pas les compétences pour cuisiner, donc les paniers sont construits selon un guide et selon des présupposés en termes de diététique, mais doivent aussi pouvoir permettre aux personnes qui ne sont pas capables de cuisiner, qui n'ont pas nécessairement le temps, qui n'ont pas les ressources de pouvoir manger sans être contraints de façon démesurée. Alors, ils doivent être également transparents, et ça, c'est quelque chose auquel le CEBUD a toujours accordé une très grande importance. Donc, vous pouvez, dans la documentation, j'en parlerai plus tard, mais il est possible d'aller voir le contenu des paniers, produit par produit, et puis d'aller voir aussi, produit par produit, le prix de chacun de ces produits. Donc, tout ça se trouve dans la documentation. Donc, le programme Ready fonctionne en partie comme une boîte noire dans son utilisation immédiate, mais si vous le souhaitez, il est tout à fait possible d'aller voir vraiment dans le détail. Enfin, il y a toute une série de détails qu'il est possible de voir dans le produit, hein, il ne vous sort pas, dans le programme, il ne vous sort pas un montant et sans aucune explication. Mais si vous voulez vraiment aller voir le détail des paniers, c'est tout à fait possible. Et enfin, ces budgets de référence doivent être adaptables. Et là, c'est la question du programme Ready, de l'utilité du programme Ready. Donc, dans l'élaboration des paniers, je ne vais moins m'attarder sur cette dia-ci. Pour chacun des paniers, ici, le logement a différentes fonctions qui ont été listées. Des minimums requis ont été établis en termes de coûts associés au logement. Et puis, tout ça, c'est basé sur une sélection de critères de qualité, etc., des budgets moyens, etc., liés aux consommations réelles. Alors, si je prends ici les budgets de référence, sur la dia que vous voyez s'afficher à l'heure actuelle, vous avez 4 types de ménages, donc une personne seule, une famille monoparentale, un couple avec 2 enfants et 2 personnes retraitées. Vous voyez également qu'on distingue par région, donc pour la Flandre, pour Bruxelles ou pour la Wallonie. Et enfin, je ne l'ai pas affiché, mais par souci de lisibilité, mais la distinction entre les petites maisons bleues ou rouges, c'est selon si la personne se loge dans le marché locatif des logements sociaux ou bien dans le marché locatif privé. Et donc, c'est ainsi que si on prend la personne seule à Bruxelles, si elle vit en logement social, l'ensemble des paniers, donc il ne s'agit pas du coup seulement du logement, l'ensemble des paniers aboutit à un total de 1 120 €. Si elle est dans le marché privé, c'est 1 569 €. Si on prend le couple avec 2 enfants en Wallonie, en logement social, on est à 2 507 € et dans le marché locatif privé à 2 803 €. Donc, on reste là dans des estimations très globales, hein, pas du tout singularisées, mais les situations réelles se distinguent évidemment sur toute une série de points, notamment des besoins spécifiques qui peuvent apparaître en termes
de santé ou d'alimentation. Si on prend la santé, les paniers dans les budgets de référence reprennent une série de consultations médicales et de médicaments par an pour quelqu'un qui n'a en gros pas de problème de santé, sinon de temps en temps une bronchite ou autre chose. Donc ça reprend déjà quand même quelques coûts liés à la santé. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas les adapter dans la plupart des cas. Par contre, si la personne a une maladie chronique ou un des membres de sa famille, ben là, il faut évidemment adapter les coûts. Même chose l'alimentation. A priori, le but n'est pas de distinguer les besoins alimentaires selon les personnes. Ce sont des tarifs de référence, des budgets de référence, mais il se peut que quelqu'un ait une allergie ou un autre besoin qui fait qu'elle est obligée d'avoir un autre régime alimentaire et donc qu'il faille adapter pour des conditions très spécifiques. Les conditions de vie aussi sont différentes dans les situations réelles par rapport au panier. J'en ai parlé en termes d'accessibilité des transports publics, notamment, ou de besoin d'un véhicule individuel, en termes de logement. Et puis, il y a tout le reste des diversités possibles en termes d'hébergement des enfants, qu'ils soient égalitaires ou pas égalitaires, le tarif de garde dans les crèches, les babysitting, etc. Les demandes financières des écoles, on sait que normalement, en tout cas dans les niveaux de base, c'est la gratuité qui doit s'appliquer. Dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a aussi la question des dettes et de l'épargne à prendre en compte dans les budgets de référence. Et là, ça relève tout à fait des choix des différents CPAS de déterminer quelle part de la dette ils souhaitent soutenir par le budget de référence ou quelle part ils estiment qu'elle doit reposer sur les épaules des personnes parce que, par exemple, la dette aurait été contractée de façon un peu sans trop de réflexion en tout cas. Même chose pour l'épargne, selon la politique des CPAS, vous allez peut-être estimer qu'une part de l'épargne doit être affectée au budget et donc va se soustraire aux besoins réels de la personne. Il peut y avoir évidemment d'autres frais inattendus. Mais donc, j'en profite pour aborder le fait que le choix des CPAS sont préservés, le pouvoir discrétionnaire des CPAS est préservé, et donc REDI reste un outil à votre disposition et à différents moments d'utilisation de cet outil, vous avez la possibilité de poser des choix politiques là, indéterminés pour l'ensemble du CPAS. Voilà, donc par rapport au budget de référence, ben, donc, il y a la nécessité d'un outil spécifique qui permet de plus de personnalisation, et donc c'est l'outil Reddit dont Stéphanie va vous entretenir immédiatement. Alors ici, Laurent vient donc de vous présenter les budgets de référence à Reddit qui sont théoriques et qui répondent à des situations donc hypothétiques avec des profils de famille type. Et donc, donc la plus-value par rapport au budget de référence, la plus-value de Reddit, c'est d'avoir complété le concept de budget de référence avec le principe de l'égalité substantielle. Pardon. Alors, l'égalité substantielle, comment la définit-on? En fait, c'est une égalité qui tend à l'équité en visant à corriger les différences qu'il peut exister en différents groupes sociaux ou entre différentes situations individuelles. Alors, le point de départ pour pouvoir travailler avec le principe, pour pouvoir appliquer le principe de l'égalité substantielle, c'est celui de la vision commune. Hein, on l'a dit, il y avait encore une lecture assez abstraite et pluraliste de ce qu'est la dignité humaine. Et donc, l'idée, c'est qu'avec Reddit, à travers tout le pays, que les CPS aient la même notion de ce qu'est la dignité humaine, parce que, par exemple, vous avez le petit schéma à gauche de la présentation, que vous avez sans doute déjà pu découvrir dans le cadre des pédagogies, dans l'apprentissage des élèves, et donc qui fait référence en fait à un apprentissage, un accompagnement individuel suivant les capacités d'apprentissage de chacun. Et donc l'idée, quand on veut travailler avec l'égalité substantielle dans le cadre de l'accompagnement social, alors c'est l'idée non pas d'offrir la même aide à tout le monde,
mais bien d'offrir une aide adaptée aux différences de chacun. Et finalement, ce n'est pas l'accompagnement qui est égal, mais c'est l'objectif final, ici dans le schéma, la branche la plus basse. Et donc, ici, dans le principe de Redi, l'objectif final, c'est bien une existence dans la dignité. Alors, on a besoin d'une vision commune qui est diffusée à travers tous les CPAS. Ensuite, on a également besoin d'un outil de diagnostic qui est fondé sur des données scientifiques. Laurent vous a expliqué le processus de raisonnement, comment sont mesurés et composés les paniers, et qui permet une adaptation personnalisée, c'est-à-dire qu'un petit peu à l'image d'un médecin qui utilise comme outil pour diagnostiquer un état de fièvre, qui utilise un thermomètre. Donc, il n'y a pas d'interprétation par rapport au thermomètre. Il y a ou non, le thermomètre indique la température. Donc, c'est bien non interprétable, c'est bien un outil standard. Mais maintenant, ce que chaque CPS ou ce que chacun va mettre en place pour pouvoir accompagner, ça reste, on va le répéter à plusieurs reprises, ça reste de votre côté, vous décidez ce que vous allez mettre en œuvre. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec cet outil standard, alors on peut adapter suivant la situation, c'est un outil de mesure, mais on peut adapter l'aide suivant les situations individuelles de chacun. Alors, à la vision commune, à l'outil de mesure standard, il fallait également, enfin, un soutien politique. Alors, il y a déjà des CPS qui se sont rassemblés, des CPS travaillant dans une même région, qui se sont déjà regroupés pour essayer de déterminer, bien entendu, une vision commune. On ne dit pas que Redi apporte ça, qu'il y a déjà des collaborations existantes. Donc, oui, il est nécessaire pour pouvoir travailler d'avoir également un soutien politique. Et ici, ce rôle, il est joué par le SPP Intégration Sociale, donc qui permet de travailler avec cet outil commun, de le diffuser et puis qui bénéficie en fait d'un financement assez conséquent. Donc, comment adapter les budgets de référence aux situations de la vie réelle? Ici, Laurent vient de vous présenter, ça apparaît sur la colonne de gauche, les budgets de référence qui répondent à des familles types, basés sur des loyers médians, etc. Et la plus-value, quand on travaille avec le principe de l'égalité substantielle, on va le découvrir de manière encore plus concrète. Si vous avez déjà eu l'opportunité de faire des simulations sous Redi, et si ce n'est pas le cas, on va le découvrir après, en codant une situation dans le programme. L'intérêt de Redi, c'est qu'il tient compte les coûts réels du logement. On ne travaille pas avec un principe de moyenne par région, mais vous êtes obligé en fait d'encoder le loyer que la personne va vous mentionner dans le programme. Donc, il tient compte des différences par commune. Vous devez également encoder tout ce qui est charge, et puis vous pouvez encoder tous les frais qui sont peut-être liés à des frais de déplacement, des frais de garde d'enfants, des coûts qui sont liés à une situation de santé, alors que eux, les budgets de référence incluaient, mais à un minimum de ces dépenses-là. Redi, lui, tient compte de l'ensemble des dépenses et ne travaille pas sur des éventuels besoins. Alors, Redi, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, c'est bien de comprendre l'acronyme de Redi. Enfin, ce n'est pas vraiment un acronyme, mais l'appellation vient du fait qu'il s'agit d'un budget de référence pour une vie digne, vous l'aurez compris. La référence apparaît également en néerlandais, ça s'appelle Rémi. Et donc, l'idée, c'est vraiment que c'est un point de départ pour l'accompagnement, ce que vous faites déjà, en fait, à travers votre pratique quotidienne. Redi est un outil que vous pouvez utiliser pour pouvoir déterminer ce qu'est le revenu pour accéder à une vie digne. Alors, c'est une application qui est accessible en ligne, qui est standard et objective dans son interprétation. C'est un outil de mesure objectif qui analyse les besoins financiers sur base des budgets de référence actualisés, parce que toutes les années, les budgets de référence sont remis à jour sur base de l'évolution de l'indice du coût de la vie, mais aussi le contenu des paniers même est revu tous les 5 ans, parce qu'on ne parlait pas de loisirs il y a plusieurs années comme un besoin de base, alors que maintenant, on en tient compte, et puis surtout avec un minimum de qualité. L'idée, ce n'est pas de ne présenter que les articles les meilleurs marchés, mais on a ajouté, Laurent l'a dit tout à l'heure, 10% pour chaque produit, pour qu'il y ait cette possibilité de choisir pour les différents ménages. Alors, c'est un outil qui mesure si les rentrées d'un ménage répondent aux besoins et aux dépenses minimales nécessaires à une vie digne, c'est-à-dire que dans le budget de référence, on tient compte d'une provision
pour pouvoir répondre à une certaine dépense. Si on a une facture surprise qui arrive, si on a besoin, je le disais tout à l'heure, de renouveler certains électroménagers, même si on ne se déplace pas encore de telle façon, mais on prévoit également de quoi se payer quelques tickets de bus, de quoi pouvoir renouveler ces événements au bout d'un temps. Donc, l'idée, c'est que même si la dépense n'est pas déjà effective dans le ménage, c'est que le ménage puisse, avec Ready, répondre à ces besoins-là. Et puis, c'est un outil qui facilite en fait une aide sociale plus égalitaire et qui vise à gommer les différences au sein même des CPS ou entre les CPS à partir du moment où il ne s'agit pas de différence de loyer entre les communes suivant le coût de la vie sur place. Alors, à la fin, Ready vous fournit un aperçu uniforme et structuré qui fera un état des lieux, un diagnostic de positif ou négatif de la situation de besoin de la personne et qui listera de manière très détaillée, on le verra tout à l'heure, les dépenses fixes, loyer, etc., les factures, l'argent pour vivre, les provisions pour le futur et les dépenses extra. Alors, parmi ceux ici, quels sont les avantages de Ready? C'est que c'est un outil qui a été créé et qui répond à une demande en fait de CPAS. Ici, vous l'avez entendu, il y a déjà 45 CPAS en Flandre qui sont actifs. Et donc, la création de Ready, ça répond à une demande. Ce n'est pas une émanation qui vient forcément de manière théorique et abstraite. Ça a été mis en œuvre sur base de besoins qui ont été observés dans la pratique de CPAS flamands et qu'on essaye d'étendre à toute la Belgique. C'est un outil qui est adapté aux différentes conditions de vie. Donc, non seulement les paniers sont actualisés, mais aussi c'est un outil flexible, c'est-à-dire que à tout moment, non seulement vous encodez vraiment les données qui correspondent à la situation individuelle des ménages, mais en plus, à tout moment, vous pouvez actualiser le budget. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un membre de ménage qui vient rejoindre le foyer, ou bien qui s'en va, une naissance d'un enfant ou un enfant qui s'en va, une perte de revenus, une situation de santé qui a changé, à tout moment, vous pouvez changer la situation dans le programme Ready. Cela vous fournit, donc je disais, un aperçu à la fin du programme, un diagnostic positif ou négatif qui peut être utile à la fois pour le travailleur social, mais également pour l'ayant droit, à partir du moment où il aura noir sur blanc, en fait, le détail de ses rentrées et surtout de ses dépenses. Alors, bien entendu, vous avez sans doute déjà une façon de fonctionner un peu similaire, mais ici, l'idée, c'est que Ready fournira un outil uniforme à chacun et qui permet peut-être à l'usager d'avoir sous les yeux vraiment quelles sont ces grosses dépenses. Imaginons une facture de téléphone trop élevée qui permettra peut-être de se dire là, ce serait bien de faire peut-être un petit peu plus attention pour pouvoir se concentrer sur d'autres postes de dépenses incontournables. C'est un point de départ pour l'aide sociale, donc il fournit un diagnostic, mais qui peut également servir lorsque vous présentez un dossier au niveau du CSSS, plutôt que de devoir développer tout un argumentaire pour pouvoir obtenir un accord d'une aide financière supplémentaire. L'idée, c'est que vous pourrez travailler avec cet aperçu uniforme qui listera vraiment tous les postes. Et puis, enfin, ça permet d'informer au niveau des communes de situations, quels sont les goulots d'étranglement en termes de grosses dépenses. Peut-être qu'il y a une commune qui est moins fournie en termes de transport en commun, ou bien qu'il n'y a pas de possibilité de garde très accessible financièrement pour les familles en difficulté. Et donc, les budgets qui seront libérés par Ready et par le financement du SPP Intégration Sociale pourront, imaginons, peut-être financer des initiatives locales qui permettront, je ne sais pas, un système de covoiturage qui permettront de financer des alternatives aux situations de difficulté identifiées sur la commune. Alors maintenant, nous allons voir comment démarrer avec Ready et quelle est la feuille de route de Ready avec Laurent qui reprend la parole. Voilà, alors je vois qu'il y a eu une question dans la conversation, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions, on y répondra, si pas en direct, pendant la pause ou autrement. Ici, je vais parler du dernier point et puis on fera la pause. Et avant la pause, peut-être une petite séance de questions orales. Donc, Ready, la façon dont c'est organisé ici pour cette phase d'extension, de généralisation de l'outil,
à l'ensemble des CPAS. C'est d'abord, évidemment, il y a des étapes qui ne concernent pas directement les travailleurs sociaux, mais plutôt le gouvernement, enfin, via le SPP Intégration Sociale et les CPAS, à savoir le contrat cadre forcément qui a été signé depuis lors, l'attribution des accès à REDI qui s'est fait d'abord depuis le CEBUD et puis en interne de chacun des CPAS. Donc j'imagine que en tant que travailleurs sociaux, vous avez reçu vos accès à l'heure actuelle. Et ensuite, une étape assez importante et qui concerne chacun des CPAS individuellement, c'est le cadre des conventions sur lesquelles je vais m'attarder ici d'ici quelques minutes. Mais c'est vraiment le point clé pour le démarrage de l'outil REDI, pour ne pas partir sur vraiment de mauvaises bases, on va dire. Au niveau de chacun des travailleurs sociaux, il va y avoir forcément une étape de familiarisation avec l'outil. À l'intérieur de l'outil lui-même, pour chacun des ménages, vous serez amené, chacun des demandeurs, vous serez amené à créer un dossier reprenant les informations de la personne et de son ménage et des habitants de son ménage, des membres de son ménage, pardon. Ensuite, le programme REDI, donc c'est une étape quelque part de diagnostic sur lesquels il est important de garder bien en tête qu'il s'agit aussi de budget qui doit favoriser une vie digne et donc de ne pas nécessairement coller absolument pour tout à la situation de la personne. Donc ça doit être adapté à la situation des personnes, mais ça ne doit pas être réduit en fonction de situations spécifiques. Par exemple, si la personne est SDF et qu'elle n'a pas de coût de logement, le but est de créer d'abord un diagnostic de ce que serait une vie digne pour cette personne, avant, dans l'étape 3, celle du budget mensuel, qui va être établi par REDI, d'éventuellement réduire certains coûts que la personne n'a pas pour l'adapter alors à ses besoins réels quotidiens. Mais dans la première des deux étapes concrètes de l'utilisation du programme REDI, donc à savoir créer un dossier personnel. Là, il s'agit de garder bien en tête de toute façon certains standards minimums. Enfin, une fois que le budget est établi, le programme REDI ne vise pas à fournir automatiquement une aide financière supplémentaire. Toutes les actions du travail social habituel, enfin, tout ce que vous faites d'ordinaire, doit avoir lieu, à savoir réfléchir avec la personne sur son budget, sur ses dépenses, sur ses rentrées, sur la possibilité de trouver des solutions liées à l'emploi, sur des conditions éventuellement à l'aide sociale, sur peut-être l'attribution de soit l'entièreté du montant qui est donné par REDI, soit d'une partie, mais tout ça aussi se définit par rapport au cadre des conventions. Enfin, en parallèle de l'utilisation de cet outil REDI, on espère que l'outil fournisse un apport quelque part par sa généralisation et par la standardisation des procédures sur la situation des personnes en pauvreté en Belgique. Et donc, on est, in fine, la possibilité de faire des statistiques pour un peu objectiver les difficultés des uns et des autres. Ça peut se faire aussi au niveau communal, Stéphanie en parlait, de détecter alors, grâce à la standardisation du remplissage des besoins qui apparaissent de façon assez régulière. Et a lieu également en parallèle une évaluation du programme REDI, donc qui démarrera une fois que le marché aura été attribué à un auditeur externe, et qui visera donc à voir comment s'est passée l'implémentation et la généralisation de cet outil REDI. Alors Stéphanie, comme on en parlait tout à l'heure, l'outil REDI vient de demande des CPS, donc c'est un outil qui n'est pas neuf, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'il existe. On avait participé à l'époque, vers 2011-2012, à l'évaluation de l'outil, et c'est un outil qui s'est fait en aller-retour permanent avec les CPS par rapport à des demandes qui ont émané du terrain, et cet outil donc dans la déclaration de politique gouvernementale a été décidé de généraliser l'utilisation de l'outil à tous les CPS, ce qui explique là où nous en sommes à l'heure actuelle. Alors, au niveau de l'attribution des accès, votre gestionnaire gère les accès via Sésame et différents rôles existent dans REDI. Il y a forcément celui du DPO, hein, de la personne qui gère les données personnelles. Il y a celui des chefs de service et il y a celui des employés. Alors, la distinction chef de service et employé, les chefs de service pourront à l'avenir transférer les dossiers vers d'autres CPS ou supprimer les dossiers, mais à l'heure actuelle,
ce n'est pas actuellement possible en tout cas. Les employés, eux, donc les travailleurs sociaux, pourront créer des dossiers, modifier des dossiers existants à l'intérieur d'un même CPAS. Donc ceux que vous encodez vous-même pourront, vos collègues pourront y accéder pour le cas où vous êtes en vacances, ou bien si vous changez d'emploi, etc. Il n'y aura pas besoin de refaire un nouveau dossier. Donc ces dossiers peuvent être mis à jour de façon très très régulière, réadapter les situations, faire émerger faire apparaître un nouveau budget mensuel, tout à fait au choix et selon les besoins que l'exige la situation et ou les règles à l'intérieur des CPAS. Alors, pour les utilisateurs, donc, vous devez d'abord accepter l'invitation et vous connecter. Le site internet, c'est donc https://référence-budget au pluriel.be. Et la connexion se fait via It's Me ou par la carte d'identité de façon électronique. Stéphanie aura l'occasion de vous faire une démonstration pratique. Le besoin de se connecter de cette façon-là est rendu nécessaire pour les questions de protection des données personnelles. C'est un programme qui en comporte tout de même pas mal, aussi bien des données sur les personnes que notamment il n'y a pas de données de santé en tant que telles, mais il y a des données sur les dépenses de santé. Et donc la question des mots de passe et d'identifiants, enfin la possibilité de mots de passe et identifiés n'était plus acceptable par rapport à cette voilà, enfin, n'était plus acceptable par rapport à ces besoins de protection des données. Donc, c'est exclusivement via It's Me ou EID. On sait que ça pose quelques soucis pour certains travailleurs frontaliers, donc français, qui n'ont ni la carte d'identité belge, ni un accès It's Me, parce qu'ils n'ont pas, par exemple, de compte bancaire en Belgique. Donc ça, ce n'est pas résolu. Pour les autres, il y a éventuellement, il peut y avoir des réticences, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Et sachez de toute façon que vos données sont préservées, c'est juste un accès, ça se fait par les plateformes de l'État et non pas par la plateforme. Donc la confidentialité de vos données ne rentre pas dans, ce n'est pas via Ready, c'est via l'État fédéral, mais il y a besoin d'une traçabilité de tous les accès pour protéger les données et pour vérifier en cas de fuite comment s'est produite la fuite. Alors, je vois certaines questions qui apparaissent. Moi, elles apparaissent très brièvement à l'écran pour le moment, donc ma collègue pourra peut-être les gérer ou on reviendra dessus à la fin de ce point 4. Il y a des questions qui touchent peut-être le fonctionnement du programme. Celle-là, on y reviendra après. Celle qui touche le subside lui-même également, on le fera dans la deuxième partie, mais ici, à la fin de cette séance, de cette première partie, je propose d'y répondre oralement. Ce sera peut-être le plus simple, et puis on les formulera par écrit. Ultérieurement, il sera possible d'accéder aux données, au programme Ready dans des programmes existants. Les développeurs du CBUT sont déjà en contact avec ceux, par exemple, de CPS de Charleroi pour une intégration dans Sociabili. Il y a des démarches qui sont entreprises par rapport à d'autres programmes que vous utilisez déjà. N'hésitez pas à contacter alors les entreprises qui vous fournissent ces programmes pour leur demander d'intégrer Ready. Les informaticiens du CBUT sont tout à fait à l'écoute et on espère que ça pourra être mis en place pour 2024 et donc pour vous faciliter au maximum la vie. De même, pour toute remarque que vous avez sur le programme, je vous l'indiquerai en fin de séance, il y a une adresse de référence, une adresse mail de référence pour communiquer tous vos retours et toutes vos possibilités d'amélioration. Notre souhait, c'est vraiment que ça se fasse dans un échange permanent avec les utilisateurs. Il y a déjà pas mal d'améliorations qui ont été proposées, aussi bien, on en discute avec mes collègues flamands dans les différentes sessions qui ont déjà eu lieu. On en discute et les choses sont déjà intégrées, mais il faudra évidemment un peu de temps pour qu'elles puissent être implémentées. Alors j'en viens au fameux cadre des conventions, qui est vraiment la pièce centrale par rapport à l'utilisation de Ready. En fait, le cadre des conventions répond aux besoins de prendre toute une série de décisions préalables par rapport à l'utilisation du programme Ready. Donc Ready, c'est un programme qui soutient votre travail, qui présente un niveau d'automatisation, mais sur lequel il faut malgré tout se poser des questions par rapport à son utilisation. Ce n'est pas
Ce n'est pas un calculateur dans lequel vous n'avez absolument pas à réfléchir. Et donc, dans ce cadre-là, il s'agit de conclure des accords internes au CPAS dans le but de réduire les différences entre les travailleurs sociaux. Ce sont sans doute des décisions qui, pour une grande partie d'entre elles, sont déjà prises, donc il suffira de les formaliser. Vous ne devez pas en rendre compte de toute façon ni au CBUT ni au SPP Intégration Sociale. C'est un document interne qui fait partie de la politique de chacun des CPAS, mais qui vous permet de justifier, de préciser vos choix politiques, enfin les choix politiques du CPS et de la commune dans laquelle il se situe, et de réduire donc les différences. Alors, ce cadre des conventions compile des questions sur toute une série de thèmes. Il y a d'abord, quelle est la population je vais un petit peu vite là, je vois que oui, j'étais. Donc le cadre, je vais venir plutôt sur les questions après en fonction des slides pour ne pas vous perdre. Mais donc le cadre des conventions comprend toute une question par rapport au contexte politique actuel, aux recommandations de CBUT par rapport aux questions à se poser et aux pratiques actuelles des utilisateurs. Donc, à nouveau, au souci de transparence, vous n'avez pas que des recommandations venant d'un organisme externe, vous avez aussi accès à ce que d'autres CPS font par rapport à toute cette série de questions. Ce qui veut dire que c'est un document qui doit inspirer vos décisions et c'est un document qui est dynamique. Vous allez être amené aussi à communiquer, si vous le souhaitez, les décisions que vous prenez et ça va alimenter la version ultérieure. On est dans la version 2023 de ce cadre de convention. Il y aura une version 2024 qui reprendra aussi les décisions des CPS wallons et bruxellois. Donc, il est utile, en tout cas, au départ du cadre des conventions qui représentent alors les guidelines, on va dire les guides pour tous les CPS, de formaliser quelque part pour votre CPS le cadre de convention que la façon dont les décisions que vous avez prises par rapport à toutes ces questions, en fait. Alors, pour être plus pratique, ce cadre des conventions pose des questions, donc tout d'abord sur quel est le groupe cible, quelle est la population que vous souhaitez faire rentrer dans le programme REDI. Vous n'allez pas nécessairement commencer par toute la population en besoin sur votre commune, vous allez sans doute cibler sur certaines populations en fonction peut-être de la gravité de la situation, de toute une série de critères. On peut aussi imaginer que, ne sachant pas si les subventions seront reconduites en 2025, vous préfériez d'abord vous adresser à des populations qui ont des demandes relativement de court terme, ou faire des glissements entre populations, etc. Mais donc, il y a forcément la pratique quotidienne, la pratique, en tout cas, vous le verrez dans le cadre de convention des CPS, c'est bien souvent de d'abord cibler certaines populations, et puis une fois qu'on est convaincu de l'utilité de l'outil, de commencer à élargir vers d'autres populations en besoin, de façon aussi à faire peser un risque financier limité. Ensuite, il s'agit de se poser des questions sur quels sont les revenus qu'on prend en compte. Je vous parlais notamment de l'épargne. Dans quelle mesure est-ce que vous prenez en compte l'épargne et dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a une partie que vous exonérez quelque part? Dans la partie restante, combien par mois est-ce que vous estimez pouvoir affecter? Voilà, donc tous les enfants qui travaillent dans un ménage, mais qui sont toujours dans le ménage, mais qui sont en voie d'émancipation, est-ce que vous estimez que le revenu qu'ils touchent doit être considéré comme un revenu du ménage, faisant partie du ménage, ou en partie, ou pas du tout, dans un objectif aussi de leur permettre de voler de leurs propres ailes. Voilà, c'est toute une série de questions à se poser. De la même façon, les dépenses, même chose, quelles sont les dépenses qui sont légitimes? On prenait l'exemple de la voiture, mais ça peut être aussi des dettes. Est-ce que vous prenez en compte les dettes? Quel type de dette? À quel niveau de dette? On peut penser à une dette d'hospitalisation parce que la personne n'avait pas d'assurance et qui la met dans des difficultés financières. Vous allez peut-être choisir de soutenir la personne par rapport à cette dette. D'autres dettes de consommation, vous déciderez de ne pas peut-être les soutenir. Enfin voilà, je ne suis pas du tout normatif là-dedans, c'est plutôt de la pratique qui me revient des utilisateurs, mais ce sont des décisions à prendre en compte. Une fois que le diagnostic, et donc forcément, ce sont des décisions à prendre en compte de façon pour la plupart des populations, mais il y aura toujours des cas individuels pour lesquels il faudra poser d'autres choix parce qu'il y a besoin d'une adaptation, parce que le besoin est spécifique ou vous estimez qu'il est particulièrement légitime. Une fois que le diagnostic est posé et que vous remplissez du coup l'outil, vous arriverez à des soldes qui sont soit positifs, soit négatifs. Si le solde est négatif, c'est qu'il y a donc un besoin d'aide. Là aussi,
le cadre des conventions vous permet de formaliser les choix que vous avez pris, vous prenez peut-être déjà en termes d'actions à entreprendre de la part du CPS, de la part du demandeur, l'aide financière supplémentaire, si vous l'accordez ou pas, et quel montant vous accordez, et de quelles conditions vous l'assortissez éventuellement. Donc voilà toute une série de choix qui doivent être posés par rapport au cadre de convention avant, autant que possible, l'utilisation de l'outil, et de façon collective, ou de façon, selon la façon dont vous fonctionnez, peut-être de façon top-down, ou de façon plus en discussion, en échange entre l'équipe et le politique. Donc j'en viens maintenant, par rapport à cette feuille de route, à la phase de familiarisation avec l'outil. Vous avez un autre site qui s'appelle remiredi.be, sur lequel figure toute une série de documents pour vous permettre d'utiliser l'outil. Alors, il y a même une pléthore de documents. Il y aura même aussi des checklists, des documents beaucoup plus courts, parce qu'on se doute bien que vous n'aurez forcément pas tous et toutes le temps de consulter dans le détail tous ces documents. Ils peuvent vous servir de réservoir de ressources, évidemment, et d'aller les consulter quand vous en avez besoin, ou certains membres de l'équipe seront peut-être amenés à les lire plus en détail, mais pas d'autres. Donc, vous avez notamment le cadre théorique des budgets de référence, le détail des paniers et des prix, le livre Politéa qui est en voie de finalisation, qui n'apparaît pas encore sur le site, et qui reprend l'intégralité de ce qui concerne les budgets de référence. Le guide de l'utilisateur, donc guide plus pratique, le guide des produits qui figure dans le programme Ready, le fameux cadre des conventions, des vidéos explicatives, et vous aurez notamment des vidéos reprenant chaque étape de l'utilisation de l'outil Ready à votre disposition, la foire aux questions, le calendrier des formations, mais là on arrive au bout, etc. Ce site web se présente, comme vous le voyez à l'écran à l'heure actuelle. La page principale vous mène à quatre possibilités, donc selon que vous soyez à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flandre. Pour Bruxelles, il y a 2 accès, un francophone et un néerlandophone. Alors, par rapport maintenant à l'outil concret, je ne vais pas m'étendre parce qu'on aura l'occasion de le voir en détail, mais donc vous serez amené d'abord à rentrer les données personnelles sur le ménage, ensuite les revenus et notamment l'épargne et les impôts, ensuite la composition de famille, les différents revenus, niveau d'études, etc. des enfants et revenus des adultes. Ensuite, la question du logement, avec les coûts associés forcément, les dépenses de consommation qui peuvent être adaptées, donc on pense particulièrement aux assurances, aux frais de télécom, etc. Alors, dépenses de santé et alimentation, c'est dans une mesure très raisonnable, ce n'est pas une adaptation au budget concret des personnes, c'est pour des cas très spécifiques, comme je vous l'ai dit. Et donc, par défaut, pour tous ces postes, il y a des budgets de référence. Donc, si vous ne mettez rien, ce sont les budgets de référence qui sont pris en compte. Et enfin, les dettes et les plans de paiement. Et donc, après avoir encodé ça, vous obtenez un budget, et le budget vous synthétise non seulement le budget global, mais aussi vous le distingue en 4 grands groupes de dépenses que Stéphanie a cités tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir parce que ce sera plus concret aussi pendant la présentation. Et vous pourrez observer sur 3 colonnes différentes les budgets de référence, ceux que vous avez encodés et ceux qui sont pris en compte dans le calcul du budget, et qui sont donc un mix entre les budgets de référence et ceux qui sont pris dans le budget. Forcément, le revenu moins les dépenses nécessaires, vous arrivez à un solde négatif ou positif, et donc à un diagnostic. Alors, petite remarque, Ready, l'aide financière supplémentaire, arrive après avoir épuisé toutes les autres aides, donc forcément, fonds mazout, etc., figure aussi doivent figurer dans les écrans de remplissage, dans les écrans à remplir, et doivent donc être mobilisés avant l'aide financière supplémentaire. Voilà, Ready est donc un outil d'orientation. Il ne s'agit pas ce n'est pas un ticket avec un montant à distribuer, c'est vraiment un outil qui vous permet d'avoir un aperçu du budget utile, et
pour vous-même, voire pour le demandeur. Ça, c'est selon aussi des choix de chacun des CPS. Donc, de déterminer si ce budget est partagé avec le demandeur, peut-être dans un but pédagogique, de le faire réfléchir sur ses dépenses, d'observer que certaines peuvent être... On a pris un cas, vous le verrez, où les dépenses de télécommunications sont particulièrement élevées. Est-ce que c'est légitime de rester avec des dépenses aussi élevées en télécommunications quand on est en difficulté financière? Il vous permet donc de passer en revue ensuite les droits et les options possibles. Ça, ce n'est pas dans l'outil Redis, ça reste le travail que vous menez au quotidien. Et il vous permet de définir le montant, enfin il définit un montant et c'est vous qui décidez de la durée de l'aide financière supplémentaire et donc à quel moment le budget doit être remis à jour pour une demande complémentaire. Alors il y a une condition qui est le trajet d'insertion avec certaines exemptions, notamment pour raison d'équité ou pour emploi, on y reviendra un peu plus tard. Et donc Redis vous fournit un PDF qui est un soutien à la décision, à la proposition que vous faites pour le Conseil de l'aide sociale et par délégation au CSSS. Voilà, avant d'en arriver à la présentation, on va de toute façon faire une pause, mais je vais peut-être d'abord répondre à toute une série de questions qui ont été posées. Je vais le faire oralement, même si certaines choses ont été posées. Une question pratique, 2 questions pratiques et une réaction. Oui, tu préfères me les poser et puis je réponds, ou bien comment je les lis à l'écran? La l'écran. question qui a répondu, c'était le fait de pouvoir se connecter autrement qu'avec les données personnelles. Oui. Et une autre question sur le calcul de Redis. Il répond par rapport à la démonstration. Et je te laisse lire la petite réaction. D'accord. Alors, je descends. J'essaie de trouver mon curseur pour descendre dans les questions. Je suis remonté un petit peu trop haut. Donc, il y avait une question à laquelle j'ai répondu pendant que Stéphanie présentait sur le fait que les budgets, même les bas salaires, sont souvent insuffisants. De fait, Redis a introduit en fait un nouveau standard de budget qui est pas toujours, mais dans beaucoup de cas, qui est plus élevé que les standards actuels. Donc, il pose aussi une question en ce sens. Est-ce que c'est les standards actuels qui sont trop bas par rapport à cette définition de la dignité humaine? On est manifestement le revenu d'insertion, voire certains salaires minimaux sont plus bas que la définition de la dignité humaine et le contenu des paniers définis par Redis. Donc Redis, en tout cas, va pouvoir apporter, et l'aide financière supplémentaire via Redis va pouvoir apporter des montants pour ces personnes. Alors, des montants supplémentaires pour ces personnes qui sont vraiment avec des budgets beaucoup trop bas. Alors, moyen de se connecter autrement, ça j'en ai parlé effectivement. Je comprends bien le projet, il est très pertinent, mais c'est les salaires et les revenus d'intégration qui sont trop bas. Les aides sociales sont là et utilisées le mieux possible, mais on ne pourra jamais payer des loisirs aux gens. Voilà, alors là, donc Redis a introduit un nouveau standard. Ça pose sans doute toute une série de questions. En interne au CPAS, on a eu des retours par rapport au piège à l'emploi, etc. Donc, ce sont par rapport à ces budgets standards et aussi peut-être par rapport à des questions, est-ce que c'est équitable entre les personnes qui en bénéficient et d'autres? Ces questions sont évidemment tout à fait légitimes, mais ça revient au CPAS de prendre des décisions par rapport à l'aide qu'ils accordent. Le SPP intégration sociale remboursant toute aide du montant de l'aide financière supplémentaire définie par Redis ou les montants inférieurs. Si c'est des montants supérieurs qui sont accordés, la différence n'est pas accordée. Alors, comment est calculée la colonne mixte entre le budget encodé et celui de référence? On y reviendra peut-être plus spécifiquement en les ayant à l'écran, mais il y a un panachage qui se fait aussi entre ce qui est entre les budgets de référence et les budgets encodés, parce que les budgets encodés ne couvrent pas nécessairement tous les postes qui sont repris dans le budget de référence proposé. Alors, idem, c'est clairement nos interrogations, donc je suppose que ça fait référence aux questions plutôt éthiques ou de nouveaux budgets, enfin de nouveaux standards. Le bon mazout ne pourra donc pas être octroyé. Le bon mazout, si je ne me trompe, il y a un financement spécifique par rapport à ce type d'aide. Et donc, en effet,
le bon mazout relève d'un autre fonds. À moins que je ne me trompe, hein, je ne connais pas tout le détail. Nous, ici, on vient par rapport à Redi, mais on ne connaît pas non plus tout le détail de votre législation et des mesures qui sont en cours actuellement. Voilà, mais là s'il y a des questions très spécifiques sur des aspects administratifs, il faut évidemment les renvoyer, enfin, vous adresser au SPP Intégration Sociale, mais plutôt par l'adresse le helpdesk de Redi qui fait suivre alors directement, donc qui sert de plateforme de tri et qui fait suivre selon les demandes vers les informaticiens, vers nous-mêmes si c'est plutôt lié au terrain francophone, en interne du CBUT s'ils peuvent y répondre pour toutes les questions de fond sur le budget de référence en première ligne et vers le SPP Intégration Sociale. Voilà. Mais de fait, ce sont les aides financières qui sont remboursées par le SPP Intégration Sociale, qu'elles soient fournies à la personne ou qu'elles servent à payer des factures des personnes. On en reparlera de cet aspect-là dans la partie 6, donc après la démonstration. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir vraiment au microphone ou si on peut travailler par les questions. Je pense que c'est plus simple pour ne pas avoir de problème technique que ce soit par les questions écrites. Voilà, une nouvelle activité apparaissait, mais c'est encore quelqu'un qui rentre. Monsieur Apkewi, je vais essayer de vous rendre la parole. Ah voilà, c'est fait. On vous écoute. Oui, bonjour. En fait, moi j'ai une petite question concernant la question entre l'employabilité, c'est-à-dire le piège à l'emploi et l'impact de Redi sur le piège à l'emploi. Oui, alors par rapport à cette question-là, elle est légitime, mais et on la comprend, hein, ça introduit effectivement des montants plus élevés. Certains CPS sont préoccupés par le fait que ça puisse être un incitant à fournir moins d'efforts par rapport au retour au travail. Nous, par rapport au programme Redi, on ne peut pas se positionner là-dessus. En fait, la question est légitime, mais c'est en interne des CPS que c'est quelque chose qui doit être décidé. Est-ce que l'aide financière va être trop importante et que vous estimez qu'elle crée un incitant à ne pas retourner au travail? Mais je veux dire, nous n'avons pas de consigne spécifique à ce niveau-là. Mais de fait, ça pose en tout cas la question à l'inverse de savoir si les bas salaires sont de la légitimité de ces bas salaires. Est-ce qu'ils ne sont pas trop bas? Exactement. Donc on peut le voir dans un sens ou dans l'autre. En tant que tel, les budgets de référence, du coup, créent effectivement un nouveau standard, un autre standard permettant de vivre plus dignement, mais se rapproche en effet de toute une série d'autres minima sociaux. Des salaires précaires, on va dire. Oui, voilà. Mais selon les communes, on a entendu également qu'à Bruxelles, les revenus d'insertion, etc., ne permettent même pas de vivre dignement. Il y a une question en ce sens aussi ici dans la liste. Et donc, cette aide financière supplémentaire pour toute une série de CPS, là où les loyers sont particulièrement élevés, vont constituer vraiment une bouffée d'oxygène pour des familles qui sont étranglées financièrement par les minima sociaux. Donc voilà, mais on comprend tout à fait la question. Là, c'est vraiment, je pense, et ça fait partie des questions à se poser dans la convention, de savoir, et politiquement, de savoir quelle est la politique du CPS par rapport aux montants qui sont accordés. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours le droit d'attribuer un montant inférieur à celui qui est déterminé par le programme Redi. Merci. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on fasse la pause maintenant. Il est 11h03 et qu'on reprenne à 11h13. Comme ça nous laissera les 2 minutes de battement pour les retardataires, donc comptez 11h13. Je vous remercie, à tout de suite. Merci.